Bonjour tout le monde. Je dois commencer par dire désolé, je ne parle pas français. J'en suis désolé. Donc, je vais donner ma présentation en anglais. Je suis un Écossais, donc mon accent écossais, des fois, peut être un peu fort, mais je vais essayer de vous ménager les oreilles. Donc, je vais vous raconter une histoire dans les prochaines minutes, une histoire qui explique comment on a essayé de faire avancer l'industrie agroalimentaire en Écosse. Et je ne vous raconte pas l'histoire parce que ça devrait être l'histoire du Québec, mais peut-être que vous allez pouvoir comprendre certains de nos enjeux et que vous allez pouvoir appliquer dans la réussite de votre industrie. En fait, j'aimerais demander, est-ce qu'il y en a qui ont visité l'Écosse? Levez la main. Ah, d'accord. Donc, ça signifie qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui vont savoir que je suis en train de mentir quand je vous dis que l'Écosse est le paradis tropical dans le nord du Royaume-Uni. Malheureusement, c'est faux. Et quand je suis sorti de mon hôtel ce matin, dans le froid, et quand je me suis assis dans mon fauteuil, j'entendais la pluie tomber sur le toit et je me sentais vraiment chez moi. Mais la pluie, c'est merveilleux en Écosse parce que nous avons appris en Écosse que vous pouvez transformer l'eau en whisky. Donc, quand vous entendez la pluie tomber, c'est un bruit merveilleux. C'est le whisky de demain. Donc, je vais vous raconter une histoire sur notre trajet. Et même si l'Écosse n'a pas le plus merveilleux climat au monde, c'est un merveilleux pays pour consommer et produire de la nourriture et des breuvages, comme le Québec. Donc, les 3/4 de nos terres sont en production agricole. Le tiers de tous les fruits produits au Royaume-Uni sont produits en Écosse. Mais le plus gros de la terre, ce sont des côtes et des montagnes. Donc, ce n'est pas une grosse industrie de céréales. On produit beaucoup d'orge pour fabriquer le whisky, mais le plus gros des terres, ce sont surtout des pâturages. Mais on est chanceux. Nous avons une des côtes les plus longues d'Europe, 1200 kilomètres d'eau limpide. Donc, notre industrie de la pêche est énorme. Nous avons environ 60 espèces de poissons pêchés et nous sommes le 3e plus gros producteur de saumon d'élevage. Donc, on a beaucoup de force, mais pendant plusieurs années, on n'en profitait pas. On avait tous les ingrédients bruts de la réussite, mais on ne travaillait pas ensemble. Et la nourriture et les breuvages, c'était secondaire pour les gouvernements. C'était loin dans leurs priorités. Mais ça a commencé à changer et nous avons commencé à devenir plus collaboratifs et nous avons commencé à penser différemment. Il y a 20 ans, il y a eu un référendum en Écosse pour créer le Parlement écossais. Certains disent créer, d'autres ont dit qu'on l'a tout simplement ouvert. Il y avait un Parlement écossais, mais sa dernière session a été suspendue en 1707. 300 ans plus tard, le Parlement a été réouvert. Et pourquoi c'est important? C'est que tous les pouvoirs qui appartenaient ou qui résidaient au Royaume-Uni, à Londres, sur la pêche, l'agriculture, l'alimentation, sont tous revenus en Écosse. Et le débat est revenu comment en profiter, comment en faire une industrie à la fine pointe en Écosse. En même temps, un débat a commencé sur comment rassembler les intervenants. Et on a discuté pendant environ 10 ans. Et en 2007, un nouveau gouvernement est arrivé et ils ont établi une politique nationale sur l'agroalimentaire. Peu de pays ont ce genre de politique. Ça me paraît ridicule. Une des industries les plus importantes que vous avez, l'agriculture, les pêcheries, l'alimentaire, de ne pas avoir de politique nationale, c'est bizarre. Eh bien, maintenant, en Écosse, nous en avons. Et nous avons eu la responsabilité de prendre en charge le pilier économique. L'Écosse est un petit pays. Notre population est d'un peu plus de 5 millions, donc on est plus petit que le Québec. Mais nous avons énormément d'organismes, des organisations agricoles, de pêche, de transformation alimentaire, de fabrication, des coopératives et des agences gouvernementales. Et jusqu'en 2007, chacun était autonome. Ils travaillaient de façon isolée, faisaient leur propre planification et ils pouvaient tous vous dire qu'ils avaient 10 priorités chaque. Mais en 2007, on s'est réunis pour créer l'organisation pour laquelle je travaille, Scotland Food and Drink. Et
ce que ça a fait pour la première fois, c'est que nous avons reconnu que même si toutes ces organisations, que ce soit pour les boulangeries, les producteurs agricoles ou pour les producteurs laitiers, les pêcheurs, étaient tous unis derrière une dernière cause. Augmentons l'amélioration de la nourriture dans notre pays et créons de la valeur. Donc, on est un organisme gouvernemental et nous travaillons en partenariat avec le gouvernement. Ce n'est pas toujours une relation facile parce que l'industrie et le gouvernement, des fois, s'entrechoquent et on n'est pas toujours d'accord. Mais le gouvernement nous a dit clairement, si vous pouvez rassembler vos industries et les aligner sur une stratégie, nous allons vous appuyer. Nous allons investir derrière votre plan. Et c'est ce que nous avons développé. Donc, notre stratégie n'était pas compliquée. Ce n'était pas la tête à Papineau, mais ça nous a donné beaucoup de clarté. Nous sentions qu'il fallait avoir une plateforme de durabilité, à la fois économique et environnementale. Et ensuite, nous avons décidé qu'il y avait 3 domaines où l'Écosse pouvait être en concurrence avec le monde. Au niveau des produits haut de gamme, les produits avec une histoire de provenance et aussi des produits sains. C'est très semblable à la série de programmes que vous avez ici. Mais nous n'étions pas assez bons dans plusieurs domaines. On n'investissait pas dans les compétences, on ne collaborait pas assez, on ne travaillait pas d'assez près et on a eu la difficulté à développer une bonne échelle. Notre secteur agricole est semblable au vôtre. Ce n'est pas énorme et rempli de multinationales. Nous avons une industrie fondée sur les petites fermes familiales. Donc, grossir notre échelle avec de petites entreprises où 80 des industries emploient moins de 10 personnes en Écosse dans l'agroalimentaire. Donc, travailler ensemble, eh bien, il fallait développer de l'échelle par la collaboration. On a voulu développer la réputation de Scotland Food and Drink et à l'époque, il y a 10 ans, l'industrie était statique. Donc, j'ai vu beaucoup de graphiques au début de la journée ici qui montraient des graphiques économiques. Notre graphique avant 2007, c'était une ligne horizontale. On avait 0 croissance, mais on sentait pouvoir croître. On avait une industrie qui valait 14 milliards de dollars canadiens et nous pensions que nous pouvions augmenter sa valeur d'ici à 2026 milliards d'ici 2017. Bon, alors cette industrie en Écosse est passée d'une industrie statique qui ne croissait pas, qui n'intéressait personne, à ce qui est maintenant un des meilleurs secteurs économiques de l'Écosse et un secteur d'exportation. Nous valons maintenant 23-24 milliards de dollars. Nos exportations ont eu une croissance rapide grâce au whisky qui vend genre 7 milliards par année. 40 bouteilles de whisky quittent à toutes les secondes de chaque jour vers des pays autour du monde. Mais les exportations agricoles ont augmenté, ont doublé depuis 10 ans. Notre productivité aussi a augmenté. Mais il y a plusieurs domaines qui n'ont pas suffisamment amélioré. Et je vais vous parler d'une nouvelle stratégie que nous développons pour le traiter à l'avenir. Donc, voici combien notre industrie vaut en livres, 14 milliards de livres, donc environ 22-23 milliards de dollars canadiens. Et ce qui est intéressant, l'industrie en Écosse, notre industrie manufacturière, a une croissance du double que la moyenne pour l'agroalimentaire au Royaume-Uni. Donc, il se passe quelque chose de particulier en Écosse et je crois que c'est grâce à la collaboration et la clarté des objectifs. Nous avons développé une marque et j'ai eu une réunion intéressante. Je suis arrivé en avion hier vers 15 heures et j'ai rencontré Marie d'Aliments Québec et j'étais intéressé à savoir comment vous allez développer votre marque. Et nous, on a essayé de faire la même chose en Écosse, de développer notre réputation. Nous avons du whisky comme industrie phare. On a le saumon aussi comme industrie phare des pêcheries. On a notre bœuf et nos agneaux écossais qui sont forts. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est développer une marque constante. Il y a 10 ans, tout le monde faisait tout seul. Si vous alliez à Summer Fancy Foods à New York ou au Boston Seafood Show, vous voyez différentes compagnies de différents secteurs et vous n'aviez aucune idée qu'elles venaient du même pays. Maintenant, on a essayé de développer une marque nationale autour de tout ça. Alors maintenant, on regarde vers l'avenir et on envisage 2030. Et il y a 2 semaines, nous avons lancé notre stratégie pour doubler la taille de l'industrie agroalimentaire en Écosse d'ici 2030. Et quand je dis agroalimentaire, je veux dire de la ferme à l'assiette, donc toute la chaîne d'approvisionnement, ajoutant de la valeur
au niveau du détail, à la fabrication et à la ferme. Mais c'est difficile à faire. Pourquoi est-ce difficile? Parce que le monde est si instable à l'heure actuelle. C'est ce qu'il nous semble. Il semble que personne ne puisse faire de présentation sans parler de Donald Trump. Et je ne sais pas si vous savez qui le type à droite est. Son nom est Nigel Farage et il a dirigé le cas pour le Brexit. C'est lui qui a mené la campagne pour que l'Angleterre quitte l'Union européenne. Ça a vraiment chaviré notre monde. Mais en même temps, on exporte des milliards de dollars de denrées aux États-Unis, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'élection de Trump, pour votre commerce avec les États-Unis? Je ne parle pas français, mais je peux interpréter ce que protectionnisme est dans une question, et nous avons les mêmes préoccupations chez nous. En même temps, la politique en Écosse est devenue très intéressante. C'est une caricature dans un journal norvégien. Et ici, vous avez la Grande-Bretagne qui se coupe de l'Europe, tandis que notre ami dans le kit essaie de se couper de l'Angleterre. Étant dans cette partie-ci du monde où le débat sur l'indépendance existe depuis plusieurs années, mon impression est que c'est devenu un sujet plus calme. En Écosse, c'est le contraire. Ça définit notre politique. L'Écosse devrait-elle quitter le Royaume-Uni? Et comment le Brexit va se développer va l'influencer. Tous les pays que vous regardez, ils essaient désespérément de se joindre à un gros bloc commercial. Le Royaume-Uni est peut-être le seul pays au monde qui essaie de s'en sortir. Et ce suicide économique peut avoir un effet indirect. Et le monsieur que vous voyez là qui serrait la main de Donald Trump a développé un débat anti-immigration au Royaume-Uni. En Écosse, nous, on ne le comprend pas. Nous avons besoin d'immigrants en Écosse. Si nous n'avons pas d'immigrants en Écosse, notre économie arrête de fonctionner. Notre industrie agroalimentaire arrête. Notre industrie agricole arrête. Nos communautés meurent. Nous avons besoin d'immigration. Mais en Angleterre et au Pays de Galles et ailleurs au Royaume-Uni, ils ont des préoccupations sur l'immigration. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent quitter l'Europe. Mais même si le monde est incertain, quand le monde a-t-il été certain? Certaines personnes nous ont dit, n'essayez pas de planifier pour 2030, c'est impossible, il y a trop d'inconnus. Mais le monde a toujours été un endroit incertain. Et pour nous, le point important, c'est que personne d'autre ne ralentit ou ne planifie pas pour l'avenir. On regarde les autres pays, on regarde les autres modèles de politique agroalimentaire dont on peut apprendre. Et donc, ma visite ici est très utile pour m'aider à comprendre comment vous voulez aller de l'avenir. Donc, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Danemark, tous ces pays-là font de la planification vers l'avenir. Donc, tout le monde veut avancer. Notre point de vue est que si on ne bouge pas, nous allons reculer. Donc, il faut vraiment planifier pour l'avenir. Il y a plusieurs tendances sur lesquelles nous pouvons compter. L'avenir de la politique est incertain. Je ne sais pas quelle sera la politique commerciale de Trump. Je ne sais pas si l'Écosse va être dans le Royaume-Uni dans 5, 6 ou 7 ans. Je ne sais pas si le Royaume-Uni, en sortant de l'Europe, ça va être une catastrophe économique ou la naissance d'une nouvelle nation. Mais il y a des tendances sur lesquelles nous pouvons compter. Nous savons que la population est vieillissante. 5 de la population du Royaume-Uni va avoir plus de 85 ans d'ici 2040. Et rendu à cette date, la plupart des gens qui auront plus de 60 ans en Asie auront doublé. Ça veut dire des changements dans les choix alimentaires, dans les régimes alimentaires et une orientation santé. Nos modes de vie changeant. Vous êtes aussi susceptible de déjeuner chez vous ou à un restaurant que d'aller souper. Mais dans la génération de mes parents, si vous vouliez manger à l'extérieur, c'était la seule chose à envisager. Maintenant, on a le café, le marché des services alimentaires change et il faut s'adapter à tout ça. Lorsque les gens déménagent et que nous devenons plus mondialisés, les régimes alimentaires changent. Nous vendons des produits écossais en Asie, pas en leur enseignant comment cuire comme nous, mais en s'adaptant à la cuisine orientale.
Et les gens chez nous sont intéressés par la cuisine africaine et asiatique. Donc, il faut s'adapter à ces marchés. Les gens qui deviennent plus urbains se détachent de l'agriculture et cette orientation sur la santé et la nutrition et cette idée d'un régime alimentaire personnalisé. Nous allons réussir à l'avenir si on s'appuie sur les bienfaits pour la santé. Maintenant, je veux parler de la technologie pendant une seconde parce que c'est un monde qui change à une vitesse effarante. Et j'ai entendu M. Cloutier qui parlait de Tesla et de Apple et de Google. Il y a 10 ans seulement, l'iPhone a été lancé. Donc, à la fin de 2006, les rumeurs sortaient d'Apple qu'ils allaient convertir leur iPod, l'iPod Touch, en un téléphone. Et les analystes ont dit, soyez prudents, les compagnies qui s'éloignent trop de leur marché de base échouent. Eh bien, Apple s'est écarté, ils en ont vendu 1 milliard, et la plupart à ma femme et mes enfants, d'après le nombre de ventes dans ma famille. Mais 60 des profits mondiaux sur les téléphones intelligents viennent d'Apple. Il y a 10 ans, Uber n'existait pas. Qui ici a utilisé Uber? D'accord. 1 million de personnes aujourd'hui vont monter dans un taxi commandé par Uber. C'est maintenant la plus grosse compagnie de taxis et ils ne sont propriétaires d'aucun taxi. Ce n'est qu'une plateforme. Il y a 10 ans, 3 hommes dans un appartement de San Francisco ont reconnu qu'il y avait une pénurie de logements à San Francisco. Ils ont décidé de louer leur appartement et cuire le déjeuner le matin, et Airbnb est né. Maintenant, il y a 1 million de chambres disponibles pour location à travers Airbnb. C'est le plus grand fournisseur de chambres au monde et ils ne sont propriétaires de rien. Ce n'est qu'une plateforme. Si j'étais ici il y a 10 ans, je vous promets que je n'aurais pas pu prédire rien de tout ça. Alors, comment ça va se développer dans les prochaines années? Ça va être fascinant. Et je vais vous montrer quelques exemples de comment ça change rapidement. Plusieurs choses changent avec le temps. Et l'agriculture, moi, je travaillais pour notre syndicat agricole, l'équivalent écossais de l'UPA. Et les gens disent souvent que les producteurs agricoles n'aiment pas changer. Ils aiment faire les choses comme ils l'ont toujours fait. C'est faux. Moi, j'ai rencontré un producteur qui a commencé sa carrière derrière un cheval et une charrue et maintenant, il conduit sa batteuse guidée par satellite. Ça, c'est une photo de l'inauguration du pape au Vatican en 2007. Et vous vous demandez peut-être, bon, pourquoi je vous montre une photo de l'inauguration du pape en 2007? C'est parce que il y a de l'avenir dans cette photo. En bas, à droite de cette photo, il y a quelqu'un qui prend une photo de ce qui se passe. 6 ans plus tard, il y a eu une autre inauguration d'un autre pape en 2013. Maintenant, ce n'est pas un changement qui s'est fait dans une génération, ça s'est fait en 7 ans. Et j'utilise cette photo d'un métro à Tokyo. Mon père a presque 70 ans et cette photo était dans son journal à Noël. Il s'est plaint. Il a dit, voici le problème de votre génération. Vous avez un problème. Personne ne se parle. Vous avez tous votre tête enfouie dans vos téléphones. À mon époque, on se parlait. Ah oui, vraiment, papa? Donc, peut-être que nos comportements ne changent pas tant que ça, mais la façon dont la technologie nous permet de l'exprimer va être très différente et ça va affecter notre industrie agroalimentaire. Plusieurs d'entre vous avaient peut-être vu cette photo. Ça, c'est le métro à Séoul, en Corée du Sud. C'est le métro le plus achalandé du monde. Il y a 10 millions de passagers par jour. Donc, Home Plus, qui appartenait à Tesco au Royaume-Uni, une chaîne de supermarchés, a compris que construire des magasins à Séoul, ça coûtait cher. Il n'y avait pas beaucoup de terres disponibles, ça coûte très cher. Alors, pourquoi ne pas mettre nos magasins dans le métro? Et on va le faire en 2 dimensions. Donc, les portes ouvrent et les gens prennent le métro et notre ami ici commande
son épicerie sur son téléphone, clique sur le code QR, c'est dans son panier et ça va être livré chez lui quand il va arriver à la maison. Donc, comment allons-nous vendre nos produits à l'avenir en 2D? Je n'ai jamais acheté un steak par Internet. J'aime le prendre, le regarder et regarde le persillage et voir comme la texture. Mais si on doit vendre nos produits et l'histoire derrière nos produits en 2 dimensions, ça va changer comment on fait les choses. Et on aura la livraison par drone à l'avenir. Une fois que vous vous ennuyez de m'écouter, vous allez commencer à commander votre thé le soir et un drone va le livrer pendant votre tour à la maison. Et le changement vers l'Internet va changer notre vie. Donc, prenez compte de tout ça. Quelle est notre vision du futur? On a lancé notre vision il y a 2 semaines et nous voulons être ambitieux. Et je crois que nous devrions être ambitieux parce que c'est facile de dire « Hey, le monde est incertain, le monde nous fait peur, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. » Essayons de protéger nos acquis. Mais nous devrions être ambitieux. Moi, ce que j'ai vu depuis 24 heures au niveau de la gamme de produits que vous avez ici, vous aussi, vous pouvez être ambitieux. Donc, notre vision pour 2030, imaginons-nous dans le monde de 2030, c'est que les industries agricoles de la pêche, des aliments et boissons représentent la plus grande valeur pour l'Écosse. Mais plus que ça, elles sont reconnues au pays et à l'extérieur comme un modèle de collaboration. Ça, c'est ce qui a changé la donne. C'est ce qui a changé notre environnement, la collaboration. Lorsque les leaders à l'échelle mondiale et industrielle, et nous voulons avoir une croissance responsable et profitable. On veut la rentabilité. On n'a pas réussi à transformer la rentabilité de nos entreprises agricoles et aussi de certaines de nos industries de la pêche. Plusieurs des meilleures histoires dans la nourriture et les breuvages sont avec les transformateurs. Et si vous rencontrez les producteurs agricoles en Écosse, ils vont vous dire qu'il y a 2 scénarios pour eux. Un, où les producteurs font un peu d'argent et les fabricants se plaignent. Ou 2, les fabricants font de l'argent et les producteurs se plaignent. Moi, je ne crois pas que ce ne être que les 2 seuls scénarios. Je crois qu'on peut avoir des chaînes d'approvisionnement collaboratives et on a commencé à le faire où vous pouvez développer du profit dans chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement. Et si on ne le fait pas, on n'accomplira pas notre vision. Nous ne pouvons pas avoir une industrie qui fonctionne sans avoir des producteurs qui réussissent et des pêcheurs aussi. Donc, notre stratégie va se concentrer sur le développement de la marque. Tous les endroits que j'ai visités au monde sont très fiers de leur nourriture. Ils croient que c'est les meilleurs au monde. Développer votre marque, c'est une fortune, ça vaut une fortune. C'est là où on se distingue de la masse. Développer votre histoire. Pour l'Écosse, si vous voulez de la nourriture bon marché et abondante, ne venez pas nous parler. Il y a d'autres pays qui existent qui le font beaucoup mieux que nous. Mais si vous voulez des produits de qualité, haut de gamme, produits en fonction des meilleures normes au monde, c'est là où vous pouvez venir tenir une conversation avec nous. Et cette histoire de provenance, ça peut être très important pour nous tous. Et en regardant Aliments du Québec et d'autres initiatives que vous avez développées, vous le faites très bien. Nous voulons développer notre marché chez nous et à l'étranger. Et je vais parler des exportations dans un instant. Nous devons investir dans les compétences. Pas assez de gens dans notre pays ne voient l'agroalimentaire comme un choix de carrière, l'endroit où ils veulent travailler. Pas beaucoup d'enseignants à l'école ne disent aux enfants « vous devriez envisager de travailler en agriculture ou dans l'agroalimentaire ». Souvent, ce qu'ils vont dire, c'est « vous êtes mieux de travailler fort à l'école, Jimmy, ou vous allez être obligé de travailler dans cette usine alimentaire au bout de la rue ». Il faut changer cette façon de voir parce que c'est peut-être la seule industrie en Écosse qui est capable de garantir à un diplômé, quelqu'un du cégep ou de l'université, un emploi au futur. Il faut investir dans notre chaîne d'approvisionnement. Et c'est là où il faut développer la rentabilité à travers la chaîne d'approvisionnement. Et il faut investir dans l'investissement et l'innovation plutôt. On a fait beaucoup d'innovations. La bicyclette, la locomotive à vapeur, le golf, le whisky. Donc, nous savons que nous pouvons innover. Et il faut vraiment adopter l'innovation en agroalimentaire. Mais il faut être responsable, efficace et collaboratif. Présentement, si vous fonctionnez en Écosse, il y a trop d'organisations qui font différentes choses à différents moments. On essaie de les réunir et nous croyons que nous pouvons faire croître notre industrie pour qu'elle vaille 50 milliards dans les prochaines années. Je vais terminer en parlant un peu d'exportation et ensuite je vais conclure. Nous sommes chanceux en Écosse. Nous avons le whisky écossais comme modèle d'exportation. Il l'exporte depuis un siècle et ça a commencé à peu près
autour du 20e siècle, dans les années 1900, il y a eu une épouvantable récolte de vin en Écosse, et donc le whisky était un remplaçant. Ils vendent 40 bouteilles par seconde et ils ont étendu leur marché. Le tiers de leurs produits sont vendus en Europe, environ le quart en Amérique du Nord, 20 en Asie. En contraste, si vous sortez le whisky de nos exportations agroalimentaires, elles sont trop concentrées sur l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle le Brexit nous fait très peur. Parce que si nous quittons l'Union européenne et on a des droits tarifaires sur la destination de 96 de nos exportations de bœuf, 80 de l'exportation de nos moutons et agneaux, notre commerce va s'effondrer du jour au lendemain. On vend plus de produits en Belgique que dans toute l'Asie. Donc, il faut vraiment investir dans le développement de nos marchés. On a commencé à le faire. Voici un exemple d'où la collaboration a fonctionné pour nous. En tant qu'organisation, nous avons mis de l'argent sur la table. Nos partenaires de l'industrie ont mis de l'argent sur la table et notre gouvernement a mis des fonds correspondants. Et maintenant, on a des délégués dans les grands pays du monde. On a Lorraine à Toronto et on a des employés aux États-Unis, dans le Moyen-Orient, en France, en Allemagne. Ces gens travaillent pour développer des opportunités pour notre industrie. Et le whisky, de plusieurs façons, c'est ce qui nous a été le tremplin vers ces pays. C'est un produit de qualité, produit avec des ingrédients très, très simples, avec une bonne histoire derrière. Et ce sont les mêmes caractéristiques qui vont s'appliquer dans tout notre secteur de l'agroalimentaire. Et on a développé une charte de collaboration avec les industriels du whisky. Ces industriels travaillent avec les petites compagnies pour partager leur expérience, leur expertise. Ils nous montrent comment protéger leur marque. Quand vous allez en Chine, vous n'êtes pas obligé de visiter bien des échoppes avant de voir un faux whisky. Ils doivent protéger leurs produits de la fraude et ça devient un grand problème pour nos autres produits également. Donc, je vais conclure avec ce qui a été notre recette pour réussir en Écosse et ce n'est pas un modèle parfait du tout. C'est un travail en cours. Si c'était une salle pleine de producteurs, je sais qu'il y en a, mais si vous étiez en Écosse dans une salle de producteurs et vous demandiez, vous sentez-vous que vous réussissez, ils diraient non. Il faut améliorer la rentabilité à la ferme. Mais ce qui a fonctionné pour nous depuis 10 ans, c'est développer la confiance et les relations. Les gens transigent avec des gens. Et dans mon ancien emploi, quand je travaillais pour le syndicat agricole, je ne rencontrais jamais mes vis-à-vis des pêcheries. On ne rencontrait les gens des whiskies que quand on se battait pour des prix et des contrats. On ne travaillait pas de façon collective. Maintenant, c'est le cas. Donc, la diapo que je vous ai montrée plus tôt, où il y avait tous les logos des organisations, les DG et PDG de ces organismes maintenant sont autour d'une table d'un CA et on se réunit à tous les 2 mois. On rédige nos stratégies ensemble. Nous sommes les intendants de la livraison et nous comprenons où il y a des problèmes et où il faut investir davantage. Et le gouvernement est à cette table. Et le gouvernement a été brave en Écosse. Ils ont dit à l'industrie, c'est à vous d'écrire le plan, parce que le gouvernement ne devrait pas écrire les stratégies d'industrie. Les gouvernements sont bons pour livrer la marchandise et investir des fonds publics, mais c'est le rôle de l'industrie de développer ces stratégies. Ce qui est encore plus essentiel, nous avons pu dépasser les tensions concurrentielles de différents secteurs. Il y a 10 ans, l'industrie du bœuf aurait dit « Hey, mangez du bœuf, pas du poisson ». L'industrie du poisson aurait dit « Mangez du poisson, pas du bœuf ». Le monde est vaste et travailler ensemble pour développer la marque qui est venue acheter les produits écossais, nos poissons, nos viandes, nos fromages, nos fruits, ça a été essentiel. Et devenir mondial a fait une grosse différence. Les brasseries artisanales, c'est très important en Écosse. Et en Amérique du Nord, les microbrasseries, c'est un bon exemple pour nous. Notre industrie locale, la microbrasserie, est encore plus micro qu'ici. Et si vous aviez rencontré il y a quelques années 2 brasseries et vous aviez dit « Qui est votre concurrent? » Ils auraient dit « C'est celui qui est à l'autre côté de la rue. » Mais dès
qu'on leur fait visiter l'Amérique ou les expositions commerciales au Japon ou à Singapour, ils comprennent que c'est le monde la concurrence et qu'ils devraient travailler ensemble en Écosse pour développer la conscience de l'existence des microbrasseries en Écosse et tout le monde va en profiter. Nous avons été très honnêtes en reconnaissant d'autres personnes qui font ça mieux que nous. Nous avons appris de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. J'ai visité le Canada à plusieurs reprises pour apprendre ce qu'il en est de l'agrotourisme. Et demain, je vais à Toronto pour rencontrer des gens pour développer le tourisme alimentaire. Le tourisme, l'agrotourisme, c'est le secteur le plus en croissance du tourisme. Donc, j'ai déjà visité le Québec. Il y a seulement 2 choses que je vais faire si je visite au Québec. Trouver un endroit où coucher et manger et boire. Maintenant, je vais peut-être visiter une brasserie, je vais peut-être venir à un centre de congrès, mais je vous garantis que je vais manger et boire pendant que je suis ici. Donc, je suis un auditoire captif. Donc, 3 fois par jour, vous avez l'occasion de conscientiser vos visiteurs. Parce que quand ces visiteurs retournent chez eux, ils deviennent vos ambassadeurs pour l'avenir. Donc, il faut apprendre des autres. Et ayez un gouvernement qui se préoccupe de votre industrie. Bon, ça, c'est un commentaire intéressant, j'imagine. Ce qui a été essentiel pour nous, c'est que la nourriture et les breuvages ont été priorisés. Bon, c'était facile parce qu'on réussissait. Les politiciens vous aiment quand vous réussissez. Mais c'est plus gros que le pétrole et le gaz en Écosse et le gouvernement a été assez engagé pour nous appuyer. Et souvent, on se dit que l'industrie devrait être là et le gouvernement là. Et de temps en temps, ils vont avoir une discussion. Le partenariat, nous, c'est important. On n'est pas toujours d'accord. On est en désaccord avec le gouvernement sur plusieurs points, mais il y a un point d'accord. On veut que l'industrie se développe et en travaillant collectivement, ça va changer la donne. Donc, si vous n'avez pas un gouvernement qui se préoccupe de vous, il faut en élire un qui le fera. Et je crois que si vous vous engagez à développer votre industrie, je pense qu'ils vont vous appuyer. Mais c'est difficile parce qu'en tant qu'industrie, nous avons eu des décisions difficiles à prendre. Il a fallu prioriser. Donc, on n'a pas 100 priorités sur la liste, seulement 5 ou 6. C'est risqué parce que certaines personnes n'aimeront pas vos choix. Le plan d'exportation que nous n'avons pas d'employés en Amérique latine et on nous a critiqué pour ça. Mais notre point de vue, c'est que les occasions sont meilleures ailleurs et on ne roule pas dans l'argent, donc il faut prioriser. Donc, en priorisant, vous regroupez différents joueurs de l'industrie pour qu'ils s'entendent sur les priorités. Ça rend la vie plus facile au gouvernement parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui décidez où investir plutôt que le gouvernement. Et un dernier point, pour terminer, c'est au niveau du leadership de l'industrie. Je travaillais en agriculture et j'ai passé beaucoup de temps à parler des solutions sur l'agriculture partant de n'importe où sauf des producteurs. Je disais toujours, voici ce que les autres doivent faire. Et bon, il n'y a pas de doute que c'est vrai, mais en fait, l'industrie agricole, chez moi, doit changer. Elle doit penser davantage du marché et moins des subventions. Et ils le reconnaissent avec le changement du monde. Et cette industrie, ce leadership de l'industrie, dans notre expérience, si ça vaut ce que ça vaut, notre expérience a été que fournir le leadership au gouvernement, ça a été essentiel, mais il faut aussi inciter l'industrie à investir et à innover. Il faut vraiment changer les agro-entreprises. Donc, le leadership de l'industrie est essentiel. Donc, ma dernière conclusion serait, et ça, c'est simplement comme quelqu'un qui ne vient pas d'ici, je suis un observateur indépendant de votre industrie agroalimentaire. Vous semblez avoir des forces merveilleuses, une qualité de produit, des gens talentueux, et je crois que le potentiel de réunir tout ça devrait vous enthousiasmer sur l'avenir de l'agroalimentaire au Québec. Alors, merci.